À savoir qui parle en premier, et je remercie Nicolas Castaldi, Fabrice de m'avoir proposé de m'associer à cet après-midi. Je salue, je pense comme tout le monde, Jean-François Delfrécy qui est parmi nous, mais je le dis vraiment avec sincérité, parce que je pense que c'est aussi une chance pour nous tous d'avoir l'occasion d'avoir ce type de débat. Je suis directrice de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Nous sommes chargés d'organiser pas mal de débats dans le cadre du Conseil national de la refondation en santé. J'avoue que fort heureusement, on a une forme de soulagement quand on a compris que c'est pas à nous qu'on allait demander d'organiser les débats sur la fin de vie, parce que les enjeux sont très complexes et que moi je me serais pas sentie armée clairement pour les organiser. Mais c'est pas pour ça que ça nous intéresse pas, bien sûr, bien au contraire. Et je savais que j'aurais plaisir à participer à vos débats cet après-midi. Et voilà, rien qu'en écoutant Fabrice à l'instant nous donner de premiers retours, je pense effectivement qu'il y a de quoi se réjouir. Et au sens où parler de fin de vie, encore une fois, non seulement n'est pas tabou, mais est un enjeu de partage et de projet de société collectif. Donc je vais ensuite un peu redescendre sur terre et vous parler du rôle de l'ARS dans la structuration de l'offre de soins, mais je pense aussi que c'est important qu'on se redise dans ce format-là. C'est une question qui nous concerne tous à titre individuel et pour lequel aussi on a des points de vue qui peuvent varier au cours de la vie. C'est aussi important, je ne vais pas développer trop aujourd'hui, mais j'ai beaucoup entendu, ça a beaucoup résonné quand j'ai entendu Sarah Hadochi tout à l'heure dire qu'on avait d'abord et avant tout un déficit de connaissances sur le sujet. Je pense qu'il est très net et que, en fait, l'organisation de ces débats, elle a aussi ce rôle-là, de toute façon, de faire connaître les conditions actuelles de la fin de vie et des possibilités d'accompagnement qui existent. Et elles ont aussi pour enjeu et objectif d'éclairer les possibles, en fait. Aujourd'hui, y compris quand on regarde quand on prend un tout petit peu de recul, sans être trop simplificatrice, si je puis dire. Il y a encore une trentaine, allez peut-être une quarantaine d'années, les gens mouraient très majoritairement à domicile. Aujourd'hui, ça s'est bien sûr complètement inversé. Et un des enjeux, il est bien de savoir aussi ce qu'on fait de cet état de fait en termes de choix. Et en tout cas, quand on est l'autorité chargée de structurer l'offre de soins, c'est aussi le type de questions qu'on se pose, bien sûr, puisque, bien sûr, il faut qu'on arrive à voir comment on renforce l'organisation de l'offre de soins pour améliorer la prise en charge de la fin de vie. J'ai aussi beaucoup aimé ce qui a été dit, parce qu'il n'y a pas que les soins palliatifs, bien sûr, c'est un bout du sujet, mais à l'Agence régionale de santé, on s'occupe aussi notamment des EHPAD et des interventions auprès des personnes âgées à domicile, et je rejoins le fait que c'est une préoccupation importante pour tous. Renforcer cette organisation et le faire dans un sens, je ne sais pas si ça... Je me méfie de mes voisins, mais le plus éthique possible pour donner le plus de choix possible dans un environnement où justement ce qui est souvent exprimé, c'est que l'arbre de décision des choix, si je puis dire, il ne se pose pas dans les mêmes termes selon le moment où il se pose. Donc je ne vais pas vous infliger le plan national de soins palliatifs, toute la structuration qu'on essaye de faire en Île-de-France. Simplement peut-être pour dire qu'on est dans une phase en plus où on va pouvoir vraiment mobiliser toutes les conclusions de ces débats sur la fin de vie. Parce qu'on est dans la phase d'élaboration du projet régional de santé en Île-de-France et que, parmi d'autres choses, on aura à cœur de structurer des parcours. Et les soins palliatifs, la fin de vie, c'est en soi un parcours pour regarder comment justement on peut mieux anticiper un certain nombre de choses. On le sait, typiquement pour mettre en place une hospitalisation à domicile et mieux la renforcer, c'est évidemment à partir d'une évaluation anticipée qu'on y arrive bien. Ça sera dans nos objectifs de ce plan que de le décliner. On a à cœur dans la période actuelle de renforcer les équipes mobiles de soins palliatifs avec une approche évidemment territoriale, parce que la région elle est extrêmement diverse en fait. Et ça me coûte de le dire, mais la réalité est qu'on est dans des situations de grande inéquité aujourd'hui. Donc c'est important qu'on regarde comment est-ce qu'on peut les corriger en améliorant ces prises en charge. Il y a des dispositifs d'appui à la coordination qui existent en Île-de-France. C'est tout ce qui vise à améliorer la prise en charge des parcours complexes et notamment
bien sûr de la fin de vie. Et nous aurons dans ce projet régional de santé aussi la volonté d'accompagner les établissements qui veulent développer de l'hôpital de jour dédié, de manière, encore une fois, à élargir, à vrai dire, la palette des possibles. Sur cette structuration d'offres de soins, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en échanger déjà avec certains des représentants de ces filières à l'ARS. Je pense qu'il y a un vrai besoin de développement de filières de soins en SSR. C'est pas forcément l'approche classique du sujet, mais je suis très frappée de voir qu'il y a en fait déjà beaucoup de professionnels investis et qui le font. Donc je pense que c'est important qu'on l'affiche et qu'on l'explicite pour, encore une fois, avoir une palette la plus large possible. Et puis de montrer comment en EHPAD on peut recourir à une équipe mobile gériatrique. Là encore, je ne vais pas vous redire ce qui existe déjà, mais pour montrer effectivement qu'il y a une compétence spécifique et qu'on a une gradation de l'offre qui est proposée à des professionnels qui, en fait, évidemment, sont confrontés à la mort tous les jours, mais qui ne savent pas forcément comment structurer leur approche. On va faire ça à partir d'une cellule d'animation régionale de soins palliatifs que nous finançons, on va le renforcer, donc peu importe, avec cette idée d'en avoir une approche territoriale. Et pour moi, le plus important, c'est aussi de se redire que, effectivement, la fin de vie, c'est l'affaire de tous les soignants. Comme directrice générale de l'Agence régionale de santé, j'ai coutume de dire que ma première priorité, vraiment de 2023, c'est de développer l'attractivité des métiers soignants en Île-de-France, attractivité au recrutement des jeunes, et donc tant mieux s'ils se posent des questions et s'ils abordent ces questions, parce qu'il ne faut pas les découvrir en cours d'études, je pense, et de fidéliser. Et je coutume de dire aussi que c'est ma première, mais aussi ma deuxième et ma troisième priorité, pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu dire. Et donc je pense que c'est aussi très important de penser aux soignants. C'est d'ailleurs ce que les ministres ont demandé aux ARS. On ne s'occupe pas du débat, mais je pense que Nicolas et Fabrice s'en souviennent la première fois qu'on a échangé sur ce sujet. J'ai dit que je pensais qu'on avait vraiment une attention très forte collectivement à avoir pour vérifier que le point de vue des soignants soit effectivement, trouve sa place et s'exprime quel qu'il soit. Il s'agit des équipes de soins palliatifs, mais bien sûr de tous les soignants, parce qu'il y a à la fois effectivement ce rôle de référent. La population se tourne vers eux pour savoir. Or, c'est difficile, y compris dans un moment où on imagine que chacun a un point de vue qui n'est pas neutre, alors que le soignant doit avoir cette posture-là. Et aussi, il faut se le dire, on est dans une société qui vieillit, on a des personnes, par exemple en EHPAD, dont la fin de vie dure très longtemps, avec une autonomie qui se réduit dans des paliers qui sont difficiles à déterminer. Donc je pense qu'il y a vraiment une action très forte d'acculturation de manière générale à la démarche palliative, mais de formation aussi des soignants tout au long de la carrière. On peut avoir cette impression que ce sont des questions qui sont naturelles pour tous les soignants, quel que soit leur diplôme ou leur parcours, parce qu'ils y ont été confrontés. Mais moi, j'ai été frappée en échangeant avec certains, lorsque je me déplace en établissement de santé ou en EHPAD, du fait qu'ils ont encore beaucoup de questions et un besoin d'accompagnement. Donc je voulais conclure là-dessus, parce que je voudrais évidemment saluer le travail qui est conduit par les équipes sur le terrain, par les soignants, ou par d'ailleurs ceux qui ne sont pas soignants, pour que les patients et leurs familles soient accompagnés et soulagés, mais aussi saluer le travail qui est mené par l'espace éthique, parce que je pense que ces besoins sont très forts, et ce besoin de structuration du questionnement est fondamental, et comme ça a été, je crois, dit par plusieurs intervenants, ne peut par définition pas être figé, donc c'est aussi très important de l'aborder à échéance régulière. Merci de votre attention.